Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes, alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010, puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transférer mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Dans cet épisode, je voudrais te parler et passer en revue les 3 problèmes que rencontrent tous les e-commerçants, sans exception, débutants ou confirmés, que ce soit une activité récente ou plus ancienne. Bref, le e-commerce n'est pas l'Eldorado qu'on peut laisser croire, qu'on peut parfois entendre sur des vidéos qu'on peut retrouver un petit peu partout sur Internet, sur YouTube ou sur Facebook, les vidéos promotionnelles qui vantent le e-commerce, les bienfaits du e-commerce, du dropshipping, comment s'enrichir avec le e-commerce. Ce n'est pas aussi simple que ça. Faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de mettre un site en ligne pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, avec tous les systèmes CMS qu'on trouve, c'est facile de mettre en ligne un site web, que ce soit PrestaShop, Shopify, Wix, WordPress, WooCommerce, etc. J'en passe, il y en a vraiment des tonnes, notamment avec, je pense à PrestaShop, donc ça c'est le CMS, vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre serveur, sur votre hébergement, mais vous pouvez aussi utiliser la plateforme en ligne, donc intégrée, qui s'appelle PrestaShop Ready. C'est la même chose avec WordPress, vous avez wordpress.com et wordpress.org, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de télécharger et d'installer le site pour avoir une boutique en ligne. C'est exactement le même principe avec Shopify. Vous vous inscrivez sur le site de Shopify ou de PrestaShop Ready et vous allez, avec un identifiant, un mot de passe, créer un compte sur ce système embarqué et votre boutique va être mise en ligne. Alors évidemment, pour les e-commerçants, les sociétés qui propulsent ces solutions CMS, il y a un intérêt commercial puisqu'elles vont vous vendre le fait de pouvoir ajouter un nom de domaine à votre boutique que vous venez de créer gratuitement. Donc il y a forcément un intérêt commercial, mais tout ça pour dire que créer un site web aujourd'hui en 2018, c'est super facile, c'est accessible à tout le monde. Alors le problème justement c'est ça, c'est que tout le monde peut aujourd'hui créer un site internet. Mais ça donne quoi? Le fait que tout le monde puisse le faire, comme dans beaucoup de domaines, à partir du moment où c'est accessible à la masse, il y a forcément beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que ça ne s'invente pas, il n'y a pas de miracle, il ne suffit pas de claquer des doigts pour gagner de l'argent ou claquer des doigts pour faire des ventes, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc le problème, là où il était avant de créer tout l'aspect technique du site web, ça a complètement été effacé puisqu'aujourd'hui on peut créer en 3 clics, on peut créer un site web. Le problème va être de comment faire fructifier ce site web, comment en tirer profit. Le manque d'informations réelles pousse les e-commerçants justement à se planter. Les informations qu'on trouve, ce sont souvent des informations qui vous orientent ou qui vont t'orienter en te disant fais du dropshipping, fais ceci, fais cela et tu verras, tu vas gagner de l'argent, c'est beaucoup plus facile qu'avant, c'est super simple, je vais te former pendant 2 heures et au bout de 2 heures, tu seras riche grâce à ton site en dropshipping. Alors j'ai rien contre le dropshipping, je prends cet exemple parce que c'est justement vraiment le truc du moment, quoi. Tout le monde parle du dropshipping comme la solution miracle à tous les problèmes. Non, le dropshipping, tout comme le e-commerce classique, c'est une activité qui demande du travail, qu'on s'y intéresse, qu'on s'y investisse et qu'on investisse aussi de l'argent, ne serait-ce que pour marketer l'idée qu'on souhaite vendre. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est impossible de garantir du chiffre d'affaires, quelle que soit la prestation qu'on te propose ou que tu souhaites faire par toi-même. Tu ne peux pas garantir un chiffre d'affaires, que tu sois un professionnel, une agence web ou quelque chose, ou un e-commerçant qui souhaite suivre une formation de quelqu'un ou d'une plateforme. Tu ne peux pas avoir une garantie de chiffre d'affaires sur des actions ou des interventions qui seront mises en place. Tu peux éventuellement avoir une garantie de résultat quant à l'intervention qui sera faite. Si par exemple, je te dis voilà, moi je te garantis que si tu me confies ton site internet, je vais améliorer ta vitesse de tant de millisecondes à tant de millisecondes. Ça, je peux te le garantir.
en fonction du projet. Par contre, je ne peux pas te garantir qu'en passant ton site d'un temps de réponse de 1000 millisecondes à 250 millisecondes, je ne peux pas te garantir que ça fera évoluer ton chiffre d'affaires. C'est sous-entendu, ça va aller dans le sens d'une évolution positive de ton trafic, de ton taux de conversion, de ton chiffre d'affaires, mais je ne peux pas te garantir un chiffre d'affaires pour ça, c'est impossible. Donc arrêtez de croire tout ce que vous pouvez trouver et qui vous disent, qui ont pour principe de dire, voilà, si tu fais ça, tu vas gagner tant. Voilà, c'est absolument impossible de prédire du chiffre d'affaires. Autant on peut prédire le trafic, puisque ça, où on peut avoir une estimation, c'est souvent des estimations, on peut avoir une estimation du trafic, on peut avoir une estimation de l'évolution de certains indicateurs, comme le Trust Flow, le Topical Trust Flow, le Citation Flow, donc ça on verra ces termes un petit peu plus loin, là c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais tu verras qu'il y a des choses qu'on peut envisager, qu'on peut prédire plus ou moins. On peut aussi prédire plus ou moins le comportement des internautes, en fonction de l'expérience qu'ils vont rencontrer sur ton site. Est-ce que tu as mis en place une navigation qui était plutôt intuitive? Est-ce qu'il tient un tunnel d'achat qui est simple, compréhensif, avec des termes qui sont simples de compréhension et des boutons visibles? Enfin voilà, ça c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur. Mais en aucun cas, tu ne peux prévoir du chiffre d'affaires. La seule méthode ou la seule solution qui te permettent de prédire un certain montant de chiffre d'affaires, c'est d'avoir déjà réalisé des tests sur une plateforme. Donc je pense par exemple aux annonces sponsorisées, Google AdWords. Si ça fait déjà plusieurs mois que tu as des campagnes en cours et donc pour lesquelles tu as une vision de quand tu investis sur tel mot-clé, telle valeur, tu sais que ça te génère tant de ventes. Bon là tu peux estimer, mais en partant de rien, tu ne peux absolument rien prédire en termes de chiffre d'affaires. Donc revenons-en au problème du jour. Donc les 3 problèmes récurrents qu'on rencontre en e-commerce, que vraiment tous les e-commerçants rencontrent, que tu as peut-être déjà rencontré si tu m'écoutes et que tu es déjà dans une activité en ligne, la première, c'est le manque de trafic. Comment je peux faire pour améliorer mon trafic, pour augmenter mon trafic, amener des visiteurs sur mon site, que ce soit un site vitrine, un site institutionnel ou un site de vente en ligne, une boutique en ligne. Et ben voilà, le nerf de la guerre sur Internet, c'est le trafic. Sans trafic, il n'y a forcément pas de conversion. Sans conversion, il n'y a forcément pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'euros. Donc voilà, il y a plusieurs solutions à ça. Il va falloir multiplier. Si tu te lances, encore une fois, ça va être plus difficile que si tu es déjà lancé. Puisque si tu es déjà lancé, tu as une certaine inertie qui a été mise en place, alors que quand tu te lances, tu pars vraiment de zéro, d'une feuille blanche. C'est un petit peu comme un écrivain ou un chanteur, un compositeur. Quelqu'un qui part d'une feuille blanche pour composer les paroles d'une chanson, il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui a déjà un texte et qui doit simplement l'améliorer. Donc dans tous les cas, il va falloir multiplier les canaux d'acquisition, mais pas n'importe comment, encore une fois. Parmi les canaux d'acquisition qu'on rencontre le plus souvent, les standards, on va dire, tu vas pouvoir retrouver les réseaux sociaux, les annonces sponsorisées, AdWords, tu as les annonces sponsorisées sur les plateformes sociales, donc Facebook Ads, tu vas avoir l'emailing, tu vas avoir le parrainage, le bouche à oreille, le référencement, bref, il y a vraiment plein de choses. Par contre, si tu t'orientes sur les réseaux sociaux, il va falloir faire attention à ne pas faire n'importe quoi, puisque l'objectif c'est quand même d'avoir un retour sur investissement de temps qui soit rentable pour toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer des jours et des semaines et des mois à développer un réseau social sur lequel ton audience n'est pas présente. Ça sert absolument à rien. Si tu vends par exemple du shampoing pour femmes, je prends un exemple totalement au hasard, je ne pense pas que le fait de développer ton produit, ta marque et ta notoriété sur LinkedIn ou Viadeo soit super intéressant pour toi, sauf si effectivement tu cherches à développer des partenariats avec d'autres grosses marques. Là c'est différent, en B2B c'est différent, mais si ton objectif c'est vraiment de trouver des clients pour ta marque de shampoing, il va plutôt falloir aller sur les réseaux sociaux qui sont convoités par les femmes, donc éventuellement Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, pourquoi pas, et encore, non, Twitter, c'est pas vraiment
la cible, tu vas pas trouver ta cible pour ce genre de produit. Twitter, c'est plutôt une cible de, on va dire, de tech, d'amoureux de la tech, tout ce qui tourne autour du web, des sujets très spécifiques, mais pas des produits de consommation de masse. Si tu veux faire la pub pour un produit de consommation de masse, il va falloir que tu ailles sur des plateformes qui attirent la masse, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, donc je pense par exemple à Facebook, Twitter ou tous les réseaux de ce type-là, ce qui est super intéressant, qui marche plutôt bien, c'est la mise en place de jeux concours. Alors là encore, c'est pas un secret, on a probablement déjà entendu parler. Par contre, il y a plusieurs formes de jeux concours. Si tu fais un jeu concours, on va dire standard, classique, dans lequel tu fais un tirage au sort pour gagner un magnifique filet garni, voilà, ça, en plus si ta marque n'est pas connue, tu vas attirer personne, puisque personne n'en a rien à faire de ton filet garni composé de produits que personne ne connaît, ou alors ça va vraiment être très faible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est proposer, pour communiquer sur ta marque, tu peux proposer un gain, donc un cadeau qui va parler à ton audience parce qu'elle bénéficie, le cadeau que tu vas proposer va bénéficier d'une certaine notoriété. Déjà une marque déjà connue, donc ça peut être un produit complémentaire au tien, des choses comme ça. Le produit complémentaire fonctionne très très bien. Si tu vends par exemple des spatules en bois, d'une certaine marque qui est totalement inconnue au moment où tu crées le jeu concours, tu peux très bien faire gagner sur ton jeu concours un Cookéo, voilà, pour cuisiner, ou un lot de casseroles Tefal. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, il faut vraiment trouver des produits complémentaires que tu peux faire gagner. Maintenant, au niveau des jeux concours, bon là, tu peux inventer tout et n'importe quoi, hein, des concours de recettes, des concours de photos, des concours de tout ce que tu veux, de citations. Il y a une astuce qui fonctionne plutôt pas mal, ça consiste... On avait testé ça pour un client. Ça consiste à faire gagner quelque chose, mais l'objectif du concours, c'est par exemple sur Facebook, tu mets une phrase qui sous-entend qu'il n'y a pas de fin au concours, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu vas proposer par exemple, voilà, le dernier, nous avons mis ça en place, qu'en pensez-vous? Le dernier qui commente remporte ce fameux Cookéo. Sachant que comme tu ne mets pas de date de fin explicite dans ton intitulé, ça peut commenter, partager, sans qu'il ait de fin. Alors, au bout d'un moment, ton audience, elle n'est pas idiote non plus. Il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu tranches et que tu trouves un gagnant. Donc, effectivement, quand tu vas voir que la viralité va être de mise sur ta publication, là, tu vas donner une date de fin en expliquant, par exemple, que voilà, le dernier qui commente dimanche 31 juin à minuit, le dernier commentaire couplé à 2 partages par exemple de la publication gagnera le Cookéo. Voilà, donc tout ça c'est un exemple, hein. Là c'est juste, voilà, là c'est au feeling. Ce podcast là il est vraiment pas rédigé, il n'y a pas de notes, c'est vraiment ce que je vois au quotidien moi dans mon activité professionnelle que je te partage. Voilà. En ce qui concerne l'AdWords, là c'est un petit peu plus délicat. On me demande souvent si l'AdWords il faut en faire ou pas. Eh bien, je vais te répondre oui et non, ça dépend. Ça dépend d'où tu te situes, ça dépend de ton budget, ça dépend de ta stratégie, ça dépend des autres actions que tu vas mettre en place. Par exemple, si tu as lancé toi-même, ou je te conseille plutôt de passer par un prestataire parce que c'est un peu technique, et on verra dans les épisodes suivants justement cette technicité liée au SEO. Donc SEO pour SEO, Search Engine Optimization. Donc c'est ce sont les actions qui consistent à optimiser ton site pour sortir correctement dans les résultats des moteurs de recherche. Tu vas par exemple pouvoir mettre en complément de cette stratégie SEO une campagne AdWords qui est totalement complémentaire. Alors avec un budget maîtrisé, attention, en mettant des garde-fous pour ne pas avoir ton budget dilapidé sur des expressions qui soit n'ont aucune valeur, soit n'ont aucun potentiel de vente, soit sont extrêmement concurrentielles, et alors ça va te coûter très très cher pour avoir peu de trafic issu de cette campagne. Donc il faut vraiment faire attention à l'AdWords, il faut vraiment brider, hein. Vaut mieux commencer petit, par exemple 100, 200, 300 euros sur le premier mois, voir un petit peu comment ça se dilapide, sachant que bon, faut pas rêver non plus, hein. Tu n'auras pas un retour, ou alors ça serait vraiment exceptionnel, tu n'auras pas de retour dès ta première campagne, surtout si tu y mets un budget négligeable de 50 euros sur 30 jours, c'est impossible, tu peux pas avoir de retour. Sinon, encore une fois, tout le monde le ferait. Moi le premier, je mettrais 50 euros sur la table. Si j'étais assuré de générer 300 euros grâce à ces 50 euros investis, je le ferais, et je ferais ça en automatique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut tester. Le marketing, c'est comme ça. Il faut tester, et en fonction de ton produit, il n'y a pas une règle qui fonctionne pour tout le monde. En fonction de ton produit, tu verras les choses qui fonctionnent plus ou moins bien, tu ajusteras et tu avanceras comme ça dans le temps.
En ce qui concerne Facebook Ads, donc les publicités sur Facebook, c'est un petit peu le même principe qu'AdWords. Le coût est un petit peu moindre, un petit peu inférieur. Par contre, tu vas pouvoir cibler une audience. Tu vas pouvoir dire par exemple, voilà, si tu vends, je reprends les spatules de cuisine, si tu vends des spatules de cuisine, tu vas pouvoir cibler les personnes de Facebook qui aiment telle ou telle thématique sur Facebook, à savoir les recettes de telle chose. Voilà, tu peux cibler vraiment de façon très précise. Là encore, l'objet, c'est pas de faire une formation sur Facebook Ads, AdWords, les réseaux sociaux en général ou autres. C'est vraiment de t'expliquer un petit peu, te donner les différents canaux d'acquisition qui sont à ta portée. Maintenant, pour chaque canal d'acquisition, il va falloir forcément développer une certaine maîtrise avant d'avoir un retour intéressant. Ensuite, tu as l'emailing. L'emailing, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre aussi, c'est un des canaux d'acquisition qui coûte le moins cher et qui a le plus de portée. Alors attention, quand je parle d'emailing, je ne parle pas de spam. Il ne suffit pas d'acheter une liste de 500 000 emails et de spammer à tout va sur des adresses qui n'ont absolument rien à faire de ton contenu, qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas d'où tu sors et ils ne sont probablement pas intéressés par ce que tu as à proposer. D'une part, si tu es en B2C, ça c'est totalement interdit maintenant grâce au RGPD, hein, tu en as sans doute entendu parler, le règlement général de la protection des données. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite fortement à taper règlement RGPD sur Google et te renseigner là-dessus, parce qu'il y a de fortes chances que si tu n'en as pas encore entendu parler, tu sois dans l'illégalité totale. Donc renseigne-toi sur ces choses-là. Tout ça pour dire que l'emailing, c'est un canal d'acquisition aujourd'hui qui marche très fort, mais encore une fois, il faut savoir le mettre en place. On verra ça dans les épisodes à venir. Ensuite, le parrainage, le bouche à oreille, tu peux éventuellement développer une stratégie de parrainage, de recommandation, d'ambassadeur de ta marque et de ton produit. Et enfin, le canal d'acquisition, moi que j'affectionne plus particulièrement, c'est le référencement naturel, donc le SEO. Là, c'est très technique, il y a vraiment énormément de choses. On lit aussi un peu tout et n'importe quoi sur les blogs, sur YouTube. Moi, l'objectif, c'est toute l'expertise que j'ai cumulée au fil des années de travail dans ce secteur-là. Voilà, c'est de te divulguer certaines pratiques, certaines maîtrises, certaines bonnes pratiques, aussi certaines actions à ne surtout pas faire, puisque ce qui fonctionnait hier, tu as de grands risques à ce que ça te pénalise aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas acheter des liens en masse, faut pas... Voilà, il n'y a pas de... Le SEO, ce n'est pas forcément cher, hein, l'inverse est valable aussi. On a des exemples de e-commerçants ou de professionnels de web qui se sont fait littéralement arnaquer par des soi-disant experts SEO qui au final font n'importe quoi, mais ont simplement prétendu vendre une expertise qui au final n'est pas là. Donc voilà, ça, on va vraiment traiter particulièrement ce sujet au fil des semaines à venir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a tellement de personnes qui se font avoir là-dessus, ça j'en vois tous les jours, avec des coûts considérables, avec un retour. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais un retour ne serait-ce en termes d'indicateurs qu'on peut suivre, comme le trafic, l'évolution de la conversion, certains indicateurs, les metrics, tout ça, qui sont pas là du tout, quoi. C'est ni fait ni à faire. Je récupère parfois des projets qui sont vraiment... les bras m'en tombent parce que le client, lui, a dépensé un budget quand même assez important pour, parlons franchement, pour de la merde. Et ça, c'est dommage parce que la personne qui derrière, je ne parle pas forcément de moi, il y a plein de bons prestataires SEO, la personne qui derrière va récupérer le projet, le client va forcément le prendre pour un charlatan s'il n'a eu affaire jusqu'à maintenant qu'à des charlatans. Mais il n'y a pas que des charlatans, même s'il y en a beaucoup dans ce secteur, c'est vrai. Ensuite, le deuxième problème récurrent en e-commerce, c'est la suite logique du manque de trafic, ou alors quand tu arrives à avoir un petit peu de trafic, derrière tu vas te heurter au problème de la conversion. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir du trafic, mais la conversion ne sera pas là. C'est-à-dire que tu ne feras pas de vente. Tu auras plus de trafic, plus de visiteurs sur ton site, mais pas forcément plus de ventes. Alors la raison, il peut y avoir plein de raisons là pour le coup, ça peut être des raisons internes au site et externes, à commencer par le fait que ton trafic n'est peut-être pas qualifié. Si tu vends des cravates et que tu captes du trafic qui cherche à acheter une voiture, il y a peu de chances que tu vendes des cravates, bien que ce soit moins cher et du coup peut-être accessible. Mais pour l'audience, c'est un exemple que je te donne à la volée, je n'ai pas forcément réfléchi à l'exemple. Tout ça pour dire que ton trafic, c'est bien d'avoir du trafic, mais là encore, il faut qu'il soit qualifié. Ça me permet de faire une parenthèse avec la petite remarque que je faisais juste avant au sujet du SEO, des prestations un petit peu, des expériences un peu rocambolesques. C'est-à-dire que si
tu mets en place une prestation, même si c'est toi qui le fais, hein, c'est pas forcément autrui qui est dans l'erreur. Si toi tu mets en place une prestation, mais tu vas capter un trafic non qualifié, peu qualitatif, pire si ton trafic, s'il y a des bots dedans, bah là forcément les bots ça achète pas, hein, donc un bot c'est un robot, donc bon bref, on verra ça plus tard. Mais tout ça pour dire que ton trafic doit être qualifié déjà pour avoir une chance de convertir. Une fois que ton trafic est qualifié, encore va-t-il falloir que ton marketing, de façon plus globale, soit en adéquation avec ce que tu veux faire. Si par exemple, tu as un trafic qualifié qui arrive sur ton site, mais que ton tarif est 2 fois plus cher que celui de tous tes concurrents, personne n'achètera sur ton site, bien que le trafic soit qualifié. Donc ça, il y a une veille concurrentielle à faire, notamment une veille tarifaire, c'est indispensable. J'imagine que tu y as pensé, mais ça ne coûte rien de le rappeler, il faut être au niveau de la concurrence, il faut au moins être sur la même base. Si tu peux avoir un tarif plus avantageux, c'est mieux. Après, il faut faire attention, on rentre dans d'autres problématiques. Il ne faut pas non plus complètement casser le marché et de manière à vendre sans faire de marge, puisque personne ne travaille pour la gloire. Donc si tu commences à vendre sans faire de marge, il y en a qui font ça, mais ce sont des boîtes qui cassent le marché, puis au final n'arrivent pas à se relever. Donc ils embêtent tout le monde et de toute façon, eux, ils vont terminer en liquidation. Donc ça sert absolument à rien de casser le marché. Mieux vaut avoir une valeur perçue du produit un petit peu supérieure à celui de tes concurrents pour un produit identique. Tu peux apporter ça par exemple sur un service, sur un conseil différent que de ce que font tes concurrents, mais ne pas forcément casser le marché. Ensuite, il y a les éléments de réassurance. Les éléments de réassurance, c'est ce que tu vois un petit peu partout sur les sites, à savoir frais de port offerts à partir de X euros d'achat, livraison en poids relais offerte, expédition de votre colis sous 24 heures, paiement sécurisé grâce à notre banque en ligne. Bref, voilà. Qu'est-ce qui va rassurer tes utilisateurs? Qu'est-ce qui va faire qu'un utilisateur va acheter chez toi? Faut que tu lèves vraiment toutes les objections. Faut pas qu'il y ait de doute. Sinon, faut savoir que sur Internet, principalement en e-commerce, le trafic est extrêmement volatile. Contrairement à une boutique physique, un magasin physique où tu vas te déplacer, ton client va se déplacer d'un point A à un point B pour aller acheter une paire de baskets. Éventuellement, il va pouvoir s'arrêter sur le chemin pour aller voir un point C. Mais voilà, ça va être compliqué de faire 30 boutiques pour comparer les prix, les modèles, les qualités dans une même journée. Alors que sur Internet, il faut savoir que le point A, B et C est à une portée de clic. C'est-à-dire le trajet, c'est simplement ton index qui va passer du clic gauche au clic droit. Et ça se fait beaucoup plus facilement qu'un trajet en voiture de 10 km. Voilà, bon, je prends des exemples un petit peu grossiers, mais c'est vraiment pour t'expliquer que la volatilité sur Internet, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il faut que tes éléments de réassurance soient vraiment très forts, que ton positionnement tarifaire soit très intéressant, si ce n'est au moins comme celui de tes concurrents, ou alors il faut que tu apportes quelque chose, que tu aies une valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Ensuite, il y a d'autres critères qui peuvent expliquer le manque de conversion, notamment les performances de ton site. Les performances, c'est-à-dire notamment la vitesse, c'est la chose qu'on perçoit le plus simplement sur Internet. Si tu es sur un site, si ton site met 3 heures à afficher la page produit que ton client souhaite afficher, il ne va pas attendre 3 heures, il va aller voir sur le site du voisin. Tout simplement qu'il lui sera peut-être plus rapide et lui va engager ton client dans son tunnel de commande et va finaliser une vente sur son site alors qu'à la base c'est toi qui avais capté le prospect et le trafic. Donc c'est quand même dommage de perdre une vente potentielle à cause d'un problème de vitesse ou de performance, sachant qu'aujourd'hui il y a des solutions techniques qui existent, quitte à faire la prestation par un professionnel. Si tu ne t'y connais pas, encore une fois, chacun son métier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans plein de domaines différents, autant en profiter. Ensuite, tu vas avoir l'expérience utilisateur. Si ton arborescence n'est pas logique, que tes catégories sont trop profondes, si tu as 10 niveaux de profondeur, des sous-catégories, bon, la personne, c'est pareil. Il faut savoir que le client sur Internet, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche, au bout de 3 clics, bon, c'est la norme, hein, c'est pas nouveau, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche au bout de 3 clics, soi-disant, il s'en va. Donc voilà, si déjà toi, tu as 10 clics à faire pour arriver au produit recherché, c'est dommage, il y a de fortes chances que ta conversion s'en ressente. C'est pour ça aussi que les moteurs de recherche internes au site se sont extrêmement développés, tout simplement parce que
il suffit de taper le nom d'un produit en haut dans la barre de recherche et hop, on arrive sur la liste des résultats. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc très important, ça me fait penser, très important. Petit conseil, toujours avoir un moteur de recherche efficace, vérifier qu'il fonctionne, non seulement sur le nom du produit, mais aussi sur éventuellement les termes qui sont présents dans la description des produits, sur la référence produit, très important. Voilà, donc un moteur de recherche, ça peut améliorer ton taux de conversion. Ensuite, tu peux, dans les éléments de réassurance, on l'a vu juste avant, tu peux offrir la livraison, tu peux parler du délai de livraison, tu peux garantir une garantie sur le transport. Par exemple, s'il y a un litige au niveau du transporteur, tu peux garantir un retour du produit sans frais pour le consommateur. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Ça, c'est en fonction de toi, tes possibilités, puisqu'on ne peut pas forcément offrir la livraison. Quelqu'un qui vend des meubles, ça va être compliqué d'offrir la livraison sur un meuble. Voilà, ça dépend de ce que tu veux. Ça va être beaucoup plus facile pour quelqu'un qui vend du petit matériel, des stylos, ça va être beaucoup plus facile d'offrir la livraison. Il faut que ce soit vraiment des produits à forte marge pour se permettre de faire ça sans minimum d'achat. Tu peux aussi, pour suivre tes conversions, ce qu'il faut absolument, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire tout de suite. Si tu es dans la voiture ou dans les transports en commun, dès que tu arrives, c'est la première chose que tu fais au bureau, tu installes un outil de suivi Analytics. Le plus connu, c'est Google Analytics. Il y en a d'autres. Moi, je vais te parler de Google Analytics parce que c'est celui que je connais, il est gratuit. Pardon. Donc voilà, toujours installer un outil, en l'occurrence Google Analytics, pour suivre les différents canaux de conversion et savoir connaître le chemin de tes utilisateurs. Alors si tu vas sur Google Analytics pour la première fois ou si tu es déjà inscrit mais que tu n'es pas trop familier avec l'interface qui est pas du tout simple d'utilisation, je le conçois, même si Google tend à s'améliorer au fil du temps. Là, on ne va pas faire une formation sur Google Analytics, je te donne juste un chemin à suivre. Tu te connectes à ton compte Google Analytics, tu vas dans le menu comportement et flux de comportement. Donc ça, une fois que tu as sélectionné ton site, si tu as plusieurs sites, tu sélectionnes ta vue, donc dans tous les comptes, tu vas sur ton site internet. Et ensuite, dans le menu de gauche, tu vas dans comportement, flux de comportement. Et là, tu vas voir tout ton trafic, en fonction de la période de date que tu auras sélectionné en haut à droite, tu vas voir tout ton trafic et voir comment navigue ce trafic au travers de tes pages. Et ça peut être super intéressant, tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des pages de sortie auxquelles tu n'aurais pas pensé. Si ton trafic sort toujours sur le même produit, sans ajouter ce produit au panier, c'est qu'il y a peut-être un problème sur cette page-là. Elle est peut-être trop longue à charger tout simplement, et les personnes perdent patience et s'en vont. Donc ça, je t'invite vivement à jeter un coup d'œil là-dessus dès que possible. La plupart, une dernière chose sur le manque de conversion, la plupart des plaintes qu'on peut recevoir, nous, en tant que professionnels du web, sont liées à l'expérience d'achat en Europe concernant le temps de livraison. Si, par exemple, tu as un temps de livraison qui est trop long, là, je fais un petit coucou à nos dropshippers en herbe qui font du dropshipping en provenance de Chine, c'est-à-dire que ton site est en France ou peu importe, ton audience est en France, un client qui va commander sur ton site, en fait l'expéditeur, lui, c'est un Chinois qui va mais au premier degré, c'est-à-dire c'est vraiment des produits chinois vendus par des sociétés chinoises, donc pas cher, sur lequel le dropshipper va vraiment marger comme un porc, pour parler clairement, sur ton produit. Il va acheter 2 €, il va te revendre 20 €. Sauf que tu vas mettre 3 semaines à recevoir ton produit dans la plupart du temps parce que forcément c'est pas cher, mais en même temps Chine-France, il y a quand même quelques jours de bateau ou d'avion. Donc voilà, ça se fait pas comme ça non plus. Excuse-moi, décidément je m'étouffe. Donc voilà, donc le temps de livraison, si tu peux le raccourcir au maximum avec par exemple un temps de livraison sous 24-48 heures, c'est vraiment l'idéal. Si tu commences à afficher des temps de livraison qui sont de 3 semaines, c'est pareil, ton client il sera peut-être même prêt à payer plus cher pour aller commander ton même produit sur Amazon, mais être livré en 24 heures. Donc voilà, à savoir qu'Amazon c'est un très très bel exemple. Regarde un petit peu ce qu'ils font, comment ils procèdent, leurs abonnements Prime pour avoir la livraison offerte. Voilà, bon, c'est vraiment les leaders aujourd'hui du e-commerce, c'est incontestable. Ils sont un peu en train de tout tuer, donc il faut vraiment s'inspirer de ce qu'ils font dans la mesure du possible, et notamment dans les temps de livraison, ils sont vraiment très très forts. Autre chose qu'on remarque aussi sont les défauts techniques et les articles et les produits qui sont endommagés lors du transport. Les articles endommagés, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Soit c'est ton image de e-commerçant qui va en pâtir, parce que lui, ton client, il se fiche de savoir si le colis a été endommagé dans le camion ou si c'est toi qui as mal emballé ton colis ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il reçoit, c'est un colis cassé, enfin c'est un produit cassé, un carton abîmé.
des vêtements déchirés. Donc ça, vraiment une attention particulière. Mets tes efforts, c'est mon conseil, mets tes efforts vraiment sur éventuellement le remboursement, le retour produit, le dédommagement, vraiment le suivi de tes clients, quoi. Ne laisse pas un client dans la nature se débrouiller avec le transporteur. Le transporteur est de ta responsabilité puisque c'est toi qui as choisi le transporteur pour tes clients. Donc c'est vraiment, faut vraiment prendre soin de tes clients. Troisième problème récurrent en e-commerce, tout simplement la suite logique. Une fois que tu as capté du trafic qualifié, tu as éventuellement ou pas un problème de conversion, c'est la conséquence de tout ça, c'est la difficulté d'évolution du chiffre d'affaires. Voilà, c'est un point qu'on ne va pas aborder pendant 107 ans. Difficulté d'évolution du chiffre d'affaires, ça paraît banal, mais c'est le nerf de la guerre. Si tu te lances aujourd'hui ou que tu t'es déjà lancé dans le e-commerce, c'est pas pour le fun, c'est pour faire du chiffre d'affaires et gagner ta vie. Donc les difficultés d'évolution du chiffre d'affaires, si tu stagnes ou si tu n'arrives tout simplement pas à décoller, c'est un problème que rencontrent tous les e-commerçants. Que tu fasses 1000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros, celui qui fait 1000 euros voudra passer à 3000 euros, celui qui fait 1 million voudra passer à 3 millions. C'est logique, c'est le commerce. Tout cela en admettant que le marché s'y prête, évidemment. Donc pour ça, il y a plein de solutions aussi pour faire évoluer ton chiffre d'affaires. On reverra ça plus en détail dans d'autres épisodes. Tu peux proposer tes formules que tu fais aujourd'hui si tu vends du service ou même des produits. Tu peux proposer ce qu'on appelle des box. C'est un petit peu la mode aussi en ce moment. Proposer des formules d'abonnement pour recevoir un produit régulièrement. Ça se prête plutôt aux produits consommables. Si tu vends du dentifrice, tu peux proposer des packs d'abonnement de 12 envois répartis sur les 12 mois de l'année, où la personne va te payer un abonnement récurrent renouvelable par Tacite Reconduction au bout de 12 mois, par exemple. Ce sont des exemples. Mais tout ça, ça te garantit une certaine récurrence dans ton chiffre d'affaires, dans ta fidélisation client. Tu peux essayer de mettre ça en place si ça se prête à ton activité. Ensuite, tu peux aussi, ça c'est même quasiment indispensable, faire de la vente complémentaire, ce qu'on appelle de l'upsell. C'est-à-dire que tu vas vendre un produit complémentaire à un produit que ton client est en train d'acheter. Donc tu peux proposer, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu lui as vendu une superbe cocotte minute, tu peux lui proposer les accessoires qui vont parfaitement aller avec cette cocotte minute. Et ça, tu l'ajoutes dans ton panier, au niveau du panier, quand la personne est déjà dans le tunnel de commande, qu'elle n'ait plus que 2 ou 3 clics à faire pour ajouter 2 ou 3 produits supplémentaires. Alors la valeur des produits est logiquement, ou la plupart du temps c'est ce qu'on observe, moindre que le produit initial que la personne est en train d'acheter, mais la vente complémentaire peut vraiment démultiplier ton chiffre d'affaires. Imagine que tout simplement tu fais 100 ventes par mois, on va prendre des chiffres un petit peu de personnes qui débutent dans l'e-commerce. Si tu fais 100 ventes par mois à 10 euros chacune, ça te fait 1000 euros sur le mois. Donc là on est d'accord qu'on ne parle pas de gros business, on parle de se lancer dans le e-commerce, voir un petit peu comment ça fonctionne et se développer. C'est la réalité des choses, bien qu'il y ait quelques exemples de réussite, mais toujours pareil, c'est pas la masse. Les success stories ne sont pas réalisés par la masse. Donc si tu vends par exemple, si tu réalises 100 ventes à 10 euros, tu vas faire 1000 euros de chiffre d'affaires. Si à chaque fois tu as rajouté un produit à ne serait-ce que 30 euros, ton chiffre d'affaires va mathématiquement se démultiplier. Donc voilà pour les difficultés d'évolution du chiffre d'affaires. On verra d'autres exemples dans d'autres vidéos. Là je regarde un petit peu comme je suis au tout début du podcast, le temps qu'on y consacre aussi. J'ai pas envie de partir dans des podcasts qui fassent 1h30. L'idée c'est que ça t'apporte vraiment quelque chose, que tu puisses l'écouter sans t'en lasser et qui ait vraiment une valeur ajoutée à ce que je t'apporte. Dernier conseil, que vous ayez fait vous-même votre site, que vous soyez passé par un prestataire, n'oubliez jamais que, là ça sort un petit peu du contexte, mais c'est une anecdote qui m'est venue cette semaine en discutant avec un client. Vous êtes propriétaire et responsable de vos sites. Ton site t'appartient. Si tu as fait faire ton site par une agence et que l'agence ne t'a pas livré les fichiers sources de ton site, interroge-toi, il y a un problème, sauf si c'était prévu dans le contrat, et là auquel cas c'est toi qui as peut-être mal acheté ton site internet. Mais si tu achètes un site, que le site devient ta propriété, mais que l'agence en question, ou le prestataire en question, ça peut être un freelance, je parle beaucoup d'agence parce que c'est mon activité, mais tu peux parler de freelance. Si un freelance ne te fournit pas les codes sources alors qu'il n'y a pas de contre-indication à fournir les codes sources dans le contrat que tu as signé avec lui, demande-lui de t'envoyer les codes sources. Les codes sources, c'est un petit peu c'est le cœur de ton activité, c'est ta propriété. Sans code source, tu ne peux rien faire. Si demain ton prestataire décide de te mettre des bâtons dans des roues et de couper ton site,
tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu repartiras de zéro et quelle que soit la somme que tu as investie, tu vas devoir réinvestir à nouveau. Donc c'est dommage. Donc voilà, tu es responsable et propriétaire de ton site. Toujours dans la même idée, si tu héberges ton site chez un prestataire, quel que soit ce prestataire, que ce soit un gros hébergeur, un petit hébergeur, un sous-traitant, tout ce que tu veux, il faut absolument, quand la personne, quand tu arrêtes ton abonnement d'hébergement pour changer d'hébergeur ou changer de prestataire, ne compte pas sur ton ancien hébergeur pour conserver tes fichiers. Lui, ton ancien hébergeur, une fois que tu as résilié le contrat, il n'a plus aucun compte à te rendre. Sauf si c'est inclus dans CCGV, mais ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas. Donc, quand tu résilies quelque part, assure-toi de bien tout récupérer avant de résilier pour que tu ne te retrouves pas un petit peu la tête sous l'eau avec un site qui a été supprimé tout simplement parce que tu as oublié de récupérer ce fameux code source, les fichiers qui constituent ton site. Si tu as oublié de les récupérer avant même de résilier ton abonnement et que l'abonnement a été clôturé, il faut savoir qu'un abonnement d'hébergement, un hébergement quand il est clôturé, c'est tout simplement les fichiers sont effacés du serveur sans moyen de les récupérer. En général, un bon prestataire va conserver ou va tenter d'essayer de conserver un maximum de sauvegarde des sites qu'il a hébergés. Mais voilà, c'est pas une garantie. Tu es propriétaire de tes fichiers et tu en es responsable à partir du moment où tu ne fais pas de la location de code source. Donc voilà, et quelle que soit la raison, que ton prestataire t'ait dit par téléphone qu'il conserve les fichiers sources, machin, un truc, non, à partir du moment où tu t'en vas, tu es responsable d'avoir récupéré toi-même ou alors d'avoir demandé à ton prestataire de t'envoyer les fichiers sources, parce que tu n'as peut-être pas accès à ton hébergement, quoique aujourd'hui, je vois pas comment on peut ne pas avoir accès à son hébergement, mais bon, soit, tu dois être propriétaire et conserver toi-même sur ta machine ton code source, tes fichiers de ta boutique en ligne. C'est un petit peu comme si tu confiais les agglos qui ont servi à construire le mur de ta boutique et que tu voulais déplacer la boutique, mais que tu disais au constructeur de garder les agglos, que tu viendras les chercher plus tard. Non, le constructeur, lui, il n'a aucun compte à te rendre. Si tu lui laisses les agglos, il peut très bien s'en débarrasser parce qu'il a besoin de faire de la place. Eh bien, un hébergeur, c'est pareil. À partir du moment où il y a un site qui s'en va, qui quitte un abonnement, c'est à toi de récupérer tes fichiers sources parce que lui, ton prestataire, il va faire de la place pour un nouveau client qui va arriver. Donc, il ne va pas forcément conserver des backups sur des décennies. Donc, à toi de conserver tes fichiers sources. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.